Nous sommes tous très heureux de pouvoir vous accueillir, Monsieur le Président, aujourd'hui à Genève. Vous assumez la responsabilité suprême de la Guinée depuis votre élection le 7 novembre 2010. Les 20 années précédentes, vous vous êtes battu avec courage et détermination pour la démocratie dans votre pays. Une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l'État étaient vides et les dettes très élevées. Vous avez été contraint, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l'ordre pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. En 3 ans et demi, vous avez fait baisser la dette de 66%. Vous avez diminué le service de la dette au-delà 50% du PIB, en dessous de 12%. Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186%, environ 45%. C'est énorme. Il y a quelques chefs d'État de notre continent, ou même d'outre-Atlantique, qui pourraient s'inspirer de votre travail. Certes, le chemin à parcourir est encore long, difficile et plein d'embûches. Pour assurer la prospérité, il faut des investissements, c'est-à-dire des investisseurs. Pour attirer ces derniers, il faut un état de droit, de la stabilité politique, des infrastructures adéquates et de l'énergie. Autrement dit, un environnement politique et structurel favorable. Monsieur le Président, vous avez entamé les réformes nécessaires pour atteindre ces objectifs. Vous combattez la corruption, vous modernisez le pays. En moins de 4 ans, vous avez accompli un travail considérable et difficile avec une détermination remarquable. Lors de mon récent voyage à Conakry, j'ai pu constater que vous vous battez chaque jour pour améliorer la qualité de vie de votre peuple. Mais comme partout, l'être humain est impatient. Mon message à la communauté internationale et aux investisseurs est dès lors simple. Vous pouvez avoir confiance dans ce pays et dans ses dirigeants. Il y a des arguments irréfutables. La Guinée possède les 2/3 de la réserve mondiale de bauxite, du fer, de l'or, du phosphate, du manganèse et j'en passe. Une agriculture pleine d'expansion. Toutes ces matières dont le monde a besoin pour fonctionner. Mais la Guinée a surtout un atout magnifique, sa population. Nous savons tous que l'avenir appartient à la jeunesse. 60%, je dis bien 60% de la population en dessous de 25 ans, 30% entre 25 et 54 ans. Il reste alors une seule conclusion. L'avenir appartient aussi à la République de Guinée. Alpha Kafo Akake. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé s'est attelé à faire de la Guinée une puissance agricole. Il a aussitôt réuni les États généraux de l'agriculture. Faire de la Guinée une puissance agricole dans les prochaines années, c'est possible. À le voir faire, à le voir tout remuer, tout faire bouger en même temps dans tous les secteurs de tous les domaines, l'ONU dit que le professeur Alpha Condé risque de tout précipiter et de s'épuiser dans le désordre. Mais à l'examen, l'on s'aperçoit que tout est planifié, organisé, ordonné et cohérent, jusque dans les moindres tâches. Les équipements infrastructurels, il les a prévus pour tout réguler et tout faciliter, sans complaisance, sans tape à l'œil, sans fioriture. Les routes qu'il construit sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les écoles qu'il construit et qu'il équipe sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les hôpitaux qu'il construit comptent parmi les meilleurs qui se fassent aujourd'hui. L'énergie électrique, les barrages qu'il construit sont parmi les plus modernes et les plus fonctionnels aujourd'hui. Il s'en réjouit à juste titre, il s'en félicite, il s'en prévaut à bon droit partout où il faut parler d'électricité, de barrages hydroélectriques et aussi d'énergie renouvelable. C'est pourquoi d'ailleurs toute l'Afrique lui a confié sa cause à défendre dans ce domaine.
Du 22 décembre 2015, aujourd'hui nous sommes le 10 janvier 2018. 2 ans, 18 mois, l'eau a coulé et continue à couler dans le Kounkouré. Mais le cas spécifique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'événement majeur, c'est le bouclage définitif du fleuve Kounkouré à la côte 210 mètres du système métrique du Kounkouré que le président de la République a ordonné. À 2 ans avant, il a lancé les travaux. Aujourd'hui, il vient de procéder à la fermeture du Kounkouré définitivement. En 1945, l'Assemblée territoriale avait décidé avec la France coloniale de construire le barrage de Swapiti. Les études de faisabilité ont démarré. En 1956, l'aménagement du barrage devrait commencer par l'ouverture de la route, un pont sur le fleuve Badi, ça c'est la sous-préfecture de Badi, un pont sur le fleuve Kounkouré qui n'existe plus. On a enlevé parce que ne connaissant plus ses caractéristiques, ce pont a été enlevé pour construire un autre pont provisoire de 40 tonnes à l'essieu. Alors, période coloniale, 1958, les documents sont pris et partis. Le barrage n'a pas vu le jour. Première République après l'indépendance, des efforts ont été déployés pour construire ce barrage. Ça n'a pas vu le jour non plus. Un ministère de l'énergie et du Kounkouré a été même créé au temps de la Première République. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à construire ce barrage-là. Pendant la Deuxième République, les efforts qui ont été déployés par le peuple de Guinée, à travers des collectes qui ont été effectuées au niveau du peuple et toutes les entités administratives ou privées, pour construire le barrage de Garafri, tout à l'amont de Swapiti, pour une puissance installée de 75 MW. Aujourd'hui, en 2015, Kaleta a été inauguré. Troisième République, l'avènement du président de la République, le professeur Alpha Condé. La construction de ce barrage va permettre 450 MW d'énergie garantie à partir de Swapiti, avec une retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Les 240 de Kaleta vont être garantis et en saison sèche et en saison pluvieuse. C'est ça il faut beaucoup insister. Parce qu'aujourd'hui, si Kaleta, à partir de 18 h, peut donner 110 MW, c'est parce qu'on retient l'eau toute la journée et à partir de 18 h, la pointe commence à Conakry. On lance Kaleta pour 110 MW, plus le système Samou, plus Garafiri qui fait 40 MW, plus les thermiques de Conakry. C'est ça qui relève, qui permet de donner le courant sur les lignes interconnectées Conakry jusqu'à la baie. Alors, cet événement majeur, le président de la République vient de le faire. En 7 ans, 340 MW d'énergie. En 57 ans, au moment où le président de la République venait en tant que président élu démocratiquement en 2010, il n'y avait que 70 MW qui existaient. Je dis bel et bien 70 MW. Alors, toutes les centrales thermiques de Tombo en ce moment étaient à l'arrêt, complètement gâtées. C'était de la ferraille. Cette ferraille a disparu aujourd'hui. À sa place, il y a 100 MW d'énergie thermique qui sont en place. Les efforts sont là et ce n'est pas terminé. Il a parlé de Koukutamba qui va renforcer Manantali. Et il y a Balassa, il y a Boureya sur le fleuve Sénégal. Il y a aussi Sambagalou entre la Guinée et le Mali. L'énergie, c'est l'électricité. La Guinée est en passe non seulement d'en avoir suffisamment pour elle-même, mais elle va devoir en vendre tout autour d'elle. L'énergie, c'est aussi l'eau. La Guinée se prédispose à en donner à tous ses habitants et à concrétiser pleinement le rêve attaché à son statut de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire retiendra que c'est le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui, pour la première fois, a doté la ville de Télémélé
en un système moderne d'alimentation en eau potable. Ça, c'est du vécu, c'est quelque chose qui c'est des faits qui sont là vérifiables, fiables et vérifiables. Donc, vous avez assisté à l'inauguration, au lancement, c'est le chef de l'État, lorsqu'il a poussé le bouton, pour la première fois, l'eau a jailli à Tilmeli. Ça, c'est déjà fait depuis, c'était en 2015. Au moment où je vous parle, sur les 8 villes qui restaient, c'est-à-dire Gawal, Lelouma, Tougué, Lola et Yomu, les travaux sont en cours pour une période de 15 mois avec des entreprises chinoises pour les 4 premières villes et une entreprise locale pour la 5e ville. Donc, les travaux se font de façon intense dans ces différentes villes. Et au bout de 15 mois, d'ici 15 mois déjà, ils ont commencé, ça fait 2 mois, donc il ne reste que 13 mois. Au 13e mois, il aura le privilège de venir donner pareillement à ce qui a été fait à Tilmeli. Il viendra pareillement à ce qu'il a donné à Tilmeli, comme je le disais, donner de l'eau à ces 5 villes-là aussi pour la première fois de l'histoire. Parce que c'est des villes, ce n'est pas un projet de renforcement, mais c'est un projet d'équipement parce qu'il n'y avait rien. L'agriculture sous Alpha Condé, c'est la disparition de la terrifiante période de soudure. Les gens mangent à leur faim, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Donc ça veut dire que vraiment depuis qu'il est venu, ça a beaucoup changé parce que c'est l'essentiel pour un être humain, de bien vivre, manger. Si on met à ta disposition tout ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu vas demander? Tu n'as rien à demander. Et le paysan, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est de préparer son domaine agricole, que ce soit pour les céréales, les plantations, etc. Et dans certains domaines, tu as besoin de la mécanisation, savoir tracteur, motoculteur, motofosseuse, etc., etc. Donc, on a ça en programme. Il a acheté des tracteurs pour préparer le sol. Après, tu as besoin de quoi? Bien qu'en ayant l'intention de faire l'agriculture, tu as déjà sa semence. Mais, qu'est-ce que l'État a fait? C'est de nous aider à avoir des semences propres. Ceux qui ont des terres pauvres, il nous a aidés à avoir les intrants, les engrais. Les terrains sales, il nous a aidés à avoir des herbicides. Vous allez m'excuser, je vais détailler comme ça, comme un paysan, parce que je m'adresse à la population. Donc, on a la préparation du sol. Nous avons les semences. Nous avons les engrais qui enrichissent. Nous avons les herbicides qui enlèvent les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui reste? La suite de ça, c'est comment récolter ça. Il y a des moissonneuses batteuses. Après, c'est comment transformer. Il est arrivé à un moment que même les emballages, il nous a achetés. Et nous avons ces emballages certains jusqu'à présent dans les magasins. Et ça a été fourni par un certain Fofana, le président de la Fédération des artisans. Pourquoi je cite? C'est pour que les gens lui posent la question. Donc les emballages pour mettre notre récolte. Donc après avoir récolté, il faut piler pour les céréales et les autres les transformer. Il a fait des rizeries. Les rizeries, ça c'est pour les riz. Mais les autres manioc, patates et choses, il y a un projet qui est en marche avec le financement de la Banque africaine de développement pour faire des 5 plateformes en Guinée forestière, Haute-Guinée, au Fouta, Basse-Côte et à Farana à cause du gari et de l'usine de sucre. C'est pour ça qu'il y a une plateforme spéciale à Farana, entre Farana et Kouroussa. Donc ces plateformes, c'est des lieux où on peut avoir des petites unités de transformation de jus de tomate, jus de mangue, de gari, etc. Donc ces plateformes sont financées par la Banque africaine de développement. Ça veut dire que ça transforme toutes nos productions. Les céréales, les rizeries
vous avez 5 rizeries. Moi, j'ai personnellement, c'est pour ça qu'il ne cite pas, il parle de 4. Après, il y a une à Kouroussa, une à Mandiana, une à Sigiri et une à Bela. Et ces sites ont été choisis par moi en tant que président de la Chambre d'agriculture, en tenant compte des zones de production de ces riz. Et c'est des rizeries qui peuvent vous faire 5 tonnes à l'heure. 5 tonnes à l'heure, vous avez 100 tonnes de net minimum. Pour 100 tonnes de net, vous avez à peu près 150-170 de paddy. Donc vous avez 250 tonnes à manipuler. Et c'est des rizeries modernes. Vous versez les graines ici, ce sont les sacs pesés, cousus qui sortent. Et les plateformes sont là pour ceux qui vont dire, moi j'ai des orangers, j'ai des citons, j'ai la manioc, j'ai la patate, etc. C'est au niveau des plateformes qu'on va transformer ça. Après ça, c'est la mise sur le marché et les exportations. Donc ça, c'est pour les différences autosuffisantes. Mais le gouvernement s'est dit, mais après tout ça là, pourquoi on ne va pas les enrichir? C'est ainsi qu'ils nous ont conseillé. On nous dit, mais faites les cultures de rente. Ça, c'est l'anacarde, le café et le cacao Mercedes. Vous savez, comme j'ai entendu quelqu'un, la plupart des multimilliardaires dans le monde, en dehors des pays pétroliers, ce sont les agriculteurs. Il faut voir l'Australie ou les États-Unis.